Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui travaille dans les voitures électriques, qui est loueur de voitures électriques. Sa société s'appelle Drive Electric et il s'agit donc de Richard Raphaël Dubos. Bonjour Richard. Bonjour Mathieu. Alors, dites-nous-en un peu plus sur votre activité Drive Electric. Donc, on peut louer des voitures électriques, mais à quoi ça sert, à qui ça s'adresse? Dites-nous-en un peu plus sur votre activité. Alors, Drive Electric est une société qui a été lancée en avril 2015, qui a voulu en fait, le mot d'ordre, c'est de démontrer que aujourd'hui le véhicule électrique a sa place dans le marché. Et donc, on a voulu se spécialiser sur la partie électrique puisqu'on y croit, puisqu'il y a une démarche écologique derrière et écodynamique. Vis-à-vis de ça, donc aujourd'hui, on a sélectionné donc la Tesla, donc la Model S, et depuis le 1er septembre, on a rajouté dans notre dans notre arc la moto. Zéro, cette fois-ci, zéro motocycle, qui en fait est un peu l'équivalent aujourd'hui de Tesla côté moto. D'accord, mais c'est donc il y a des motos également, j'ai vu ça sur votre site, mais il s'agit pas de modèle Tesla, c'est une autre marque complètement, hein, c'est ça? Voilà, aujourd'hui Tesla ne fait pas de moto. D'accord. S'il le faisait, on étudierait la question. Donc on a fait un benchmark sur les motos, puisqu'il y avait une petite demande et il y avait effectivement un marché qui émergeait. Au-delà de la conduite autonome, mais on en parlera tout à l'heure, est une moto qui se rapproche en fait des spécificités de la Tesla, à savoir c'est du premium. C'est une moto premium et électrique. Donc précisons-le tout de suite, oui, les Tesla, c'est des voitures plutôt haut de gamme, hein, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est des voitures. Aujourd'hui, en tout cas, le concept d'Elon Musk a été de dire je sors un produit haut de gamme, donc il a commencé avec le Roadster, pour après descendre d'un niveau, puis après descendre d'un autre niveau. Donc c'est le premier niveau étant le Roadster, le deuxième niveau étant la Model S et la Model X, qui sont au même niveau. Et ensuite, ça a permis justement de financer tout ce qui est le Model 3, qui lui est annoncé pour fin 2017, début 2018. D'accord. Alors du coup, c'est des véhicules haut de gamme que vous louez. À quoi servent ces locations pour les gens qui, c'est quoi, des mariages, des événements professionnels? Quels sont les types d'utilisation de ces locations? Alors aujourd'hui, nos clients, il y a plusieurs typologies. La première, ça va être effectivement des gens pour se faire plaisir, tout simplement, pour tester le véhicule parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se l'acheter. La deuxième, ça va être des clients qui vont être dans un mode où ils veulent acheter, mais ils veulent se rassurer ou du moins confirmer vis-à-vis de l'autonomie, surtout vis-à-vis du véhicule en soi, enfin par rapport, enfin entre guillemets. On est là en relais par rapport aux essais que les gens font chez Tesla de 15 minutes. Nous, ils permettent de louer sur une journée, une semaine, etc., un week-end. D'accord. Et troisième et quatrième typologie, effectivement, on a la partie événementielle, mariage. On est aujourd'hui partenaire officiel des Fashion Week à Paris et à New York. On est partenaire officiel de la COP22 qui va se dérouler dans une semaine, donc on emmène des voitures à Marrakech. Super, bravo. Pas des Tesla, c'est une autre question que je m'étais posée en regardant votre site internet, parce qu'il y a d'autres constructeurs de voitures électriques. Pourquoi Tesla en particulier? Alors, même si je ne touche rien en disant ça, Tesla sont les meilleurs. Voilà pourquoi. Et j'ai toujours eu comme démarche de m'entourer des meilleurs pour devenir encore mieux. Donc aujourd'hui, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, la Tesla est un produit qui est aujourd'hui sur l'électrique, en tout cas sur le marché électrique, totalement fini. Deuxièmement, il y avait un autre côté, mais qui est un côté un peu plus geek, puisque je suis issu de l'informatique. C'est effectivement tout ce qui est toute l'informatique qui est liée à la voiture, avec la conduite aujourd'hui qui est en semi-autonome, etc. Donc c'est pour ça ce choix-là. En fait, on a voulu attaquer un secteur premium et faire découvrir que la Tesla pouvait être un produit qui effectivement qui avait besoin d'être connu à l'époque. Et on a choisi un constructeur premium. Donc aujourd'hui, on fait de la Tesla parce qu'il n'y a que Tesla qui est sur ce segment-là. D'accord. Je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire. J'ai vu que Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla, est également le fondateur des fusées SpaceX. Vous avez indiqué que c'était du premium et que c'était semi-autonome, etc. Est-ce qu'on retrouve un peu l'esprit d'une navette spatiale quand on rentre dans une Tesla? Je ne suis jamais rentré dans une Tesla, j'imagine que beaucoup de nos viewers non plus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble? Quel est l'effet d'être dans une Tesla? Alors, il y a un mot qui me vient, c'est l'effet waouh. Dans le sens où toute personne qui rentre dans une Tesla aujourd'hui, alors ça se passe encore plus avec le Model X qui a les portes en Falcon. Ouais. Le Falcon Wing, donc les deux portes arrière qui s'ouvrent en Falcon, un peu comme la DeLorean, enfin comme dans la DeLorean d'ailleurs de Retour vers le futur. Mais sinon, effectivement, l'effet la personne qui rentre dans une Model S, c'est waouh, l'écran, waouh, la voiture, quoi. Dans le sens où aujourd'hui, le point névralgique de la voiture, c'est le fameux gros écran en centrale,
D'accord. C'est la première chose qu'on voit, effectivement, et c'est le cœur de la voiture, puisque c'est ça, c'est l'organe qui va permettre de tout contrôler. Et de ce fait-là, effectivement, la sensation, c'est vraiment de se sentir, enfin, c'est une autre expérience. Le côté immersion, il est énorme dans le sens où on se sent pas dans un véhicule en fait. On se sent dans son salon et voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle expérience quoi de la voiture. C'est quelque chose qu'il faut vraiment tester pour le comprendre, je pense peut-être. Tout à fait. Ok. Alors maintenant sur votre marché, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes en tant qu'entrepreneur et que vous devez, j'imagine, suivre de près. Sur votre site internet, par exemple, vous parlez des bornes de recharge. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la problématique en cours là-dessus en France? Alors, la problématique des bornes de recharge, c'est que déjà la France a un peu de retard. D'accord. Elle le comble, mais elle a un peu de retard par rapport à nos pays nordiques, aux pays voisins nordiques. Donc c'est vrai que quand nous on a démarré en 2015, le réseau de Tesla venait de s'implanter en France, enfin venait de s'implanter de façon avec la Model S, puisque le Roadster ça fait quand même quelques années qu'il est là. Les bornes superchargeurs commençaient, puisque moi je me rappelle quand j'ai acheté ma première Tesla, il y avait 5 superchargeurs en France. Ouais, c'est pas beaucoup, d'accord. Voilà, aujourd'hui il y en a une cinquantaine. D'accord. De mémoire. Donc voilà, en un an on est passé en 2 ans on est passé de 5 à 50. Et il en faudrait combien pour bien mailler le territoire, selon vous? Alors, c'est une question sur laquelle je peux pas forcément répondre puisque aujourd'hui, enfin, le point clé en fait de l'électrique et de la Tesla, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, l'autonomie évolue. Par exemple, on aurait eu cette interview il y a un an. Je vous aurais dit, voilà, l'autonomie maximale de la Texas en conditions réelles. Attention, moi, je suis pas le constructeur, je ne communique pas en normes constructeur, mais en autonomie réelle, on était sur une voiture qui avait plutôt 330, 350 km. Aujourd'hui, en autonomie réelle, avec la toute dernière qui vient de sortir, on est proche des 500, 520 km d'autonomie. Donc c'est énorme, donc, ça, non? C'est plutôt très bon. En 2 ans, voilà ce qui s'est passé. D'accord. Entre fin 2014 et fin 2016, voilà ce qui s'est passé. Donc oui, c'est énorme. Donc du coup, les gens qui effectivement ont une voiture avec une faible autonomie ont besoin de se charger rapidement, enfin régulièrement. Ouais. Les gens qui ont une forte autonomie ont besoin de se recharger de façon plus espacée. Et je le veux pour preuve, c'est que nous on a toute la gamme aujourd'hui, on a toute la gamme des Model S, de la 85 jusqu'à la P90D. Et en fait, quand on loue la 90D, les gens testent l'autonomie, testent vraiment le côté performance, mais autonomie surtout. Et si on fait un trajet avec une 85 et une 90, la 90 va s'arrêter une fois sur 2, alors que la 85 va être obligée de s'arrêter sur tous les superchargeurs. D'accord. Donc plus on avance, plus les voitures sortent et la technologie évolue, plus la durée, la distance qu'on peut faire avec une Tesla augmente, et donc moins il faut probablement de chargeurs en ville et à l'extérieur. En tout cas, le maillage, oui, mais bon, il faut penser aux petits copains qui, eux, avec le modèle 3, qui est un véhicule qui va être beaucoup plus, entrée de gamme, puisqu'il est annoncé à 35 000 euros, entrée de gamme pour le luxe, on va dire, pour des voitures. 35 000 euros pour une voiture. Aujourd'hui, c'est le prix d'une i3. Hein. Ouais. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, pour toucher un marché, puisqu'aujourd'hui, la Tesla est quand même aux alentours bien configurée, c'est une voiture qui est aux alentours de 100 000 euros. Entre 100 000 et 35 000, il y a quand même un petit gap. Donc, c'est une voiture qui va toucher plus de monde, puisqu'il y a plus de 370 000 réservations. À travers le monde, ce qui veut dire que le maillage en fait que Tesla veut mettre en place, d'après mes informations, c'est un maillage tous les 200 km, avoir un superchargeur tous les 200 km. Donc là-dessus, on s'affranchit des problèmes de la France en soi. Maintenant, si on revient sur la question initiale, à savoir les points de charge en France, effectivement, les choses se mettent en place. C'est un peu long, mais ça se met en place. Puisque je ne parle pas de Tesla, mais je parle bien des points de charge français. Il y a des normes. Le problème, c'est que il y a les gens en fait, ont mis des bornes qui sont déjà obsolètes. Pourquoi? Puisque on va prendre l'exemple de l'annonce de la Renault Zoé. Zoé annonce 200 km. Et au lieu de mettre des charges rapides, les gens continuent à mettre des bornes qui chargent à 100 km par heure. D'accord. Et effectivement, avant la Zoé qui a 100 km d'autonomie, chargeait en moins d'1 heure. Maintenant, c'est la même Zoé qui va avoir 400 km, va charger en 3 heures. Donc il y a un effort à faire en termes de rapidité, de suivre la technologie, mettre les investissements nécessaires. D'accord. Un autre sujet que j'ai vu, qui est très récent d'ailleurs, qui vient de sortir dans les jours récents, c'est le fait que Tesla a annoncé début 2017
que toutes les voitures qu'ils produisent seraient autonomes, c'est-à-dire qu'elles pourront conduire toutes seules. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'est un danger ou au contraire une opportunité pour Drive Electric? En fait, nous, c'est pas un danger puisqu'on travaille, on a choisi de travailler en partenariat avec Tesla, donc effectivement, l'idée c'est que les évolutions de la Tesla sont toujours attractifs en termes de clients. Effectivement, l'annonce est proche puisque l'annonce a été faite hier, c'est-à-dire qu'en fait, tout véhicule produit à partir de ce jour est équipé hardwarement permettent effectivement un niveau 5 d'autonomie. Aujourd'hui, pour rappel, on est au niveau 2 ou niveau 3, je sais plus. Donc effectivement, il y a un gros gap. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule depuis ce matin sur Internet de Tesla qui montre en fait un conducteur de Model X qui part de chez lui jusqu'à son bureau et la voiture le lâche à son bureau, va se garer ailleurs. Donc on est vraiment sur le plan master niveau 2 de Elon Musk. Donc aujourd'hui, c'est plus du futur. Voilà, on est sur quelque chose où ça fonctionne. Après, en fait, ce qu'a dit Elon Musk hier soir, enfin cette nuit, c'est qu'effectivement, il y a la différence entre ce que le hardware peut faire. Donc ça, à partir d'aujourd'hui, c'est faisable. Et ce que techniquement, ce que la loi permet. Et c'est là où, c'est ce qu'il a annoncé, en gros, que ça allait dépendre des régulations d'autorité, à savoir que au fur et à mesure que la loi va permettre d'ouvrir les vannes. Mais en tout cas, quelqu'un qui achète une Tesla aujourd'hui n'aura pas besoin de faire évoluer sa voiture, puisqu'au fur et à mesure, puisque c'est une voiture évolutive, là il y a quelques semaines on a eu la mise à jour V8 avec une nouvelle ergonomie. C'est une vraie voiture en fait, c'est une voiture qui évolue tous les ans de façon majeure, puisque le système est mis à jour. C'est comme si je compare la V5.9 qui était la première version de l'OS, c'est Windows NT. D'accord, si vous connaissez. Windows 3.1 pour les ancêtres. Ouais. Et aujourd'hui on est sur un Windows 7. On n'est pas encore à Windows 10, mais on est sur Windows 7. Voilà. Et ça continue d'évoluer. D'accord, donc on mettra le lien de la vidéo que vous avez citée, qui est sur YouTube, afin que les viewers puissent les regarder, parce que je suis sûr que ce sera... Elle n'est pas sur YouTube, sur le site Vima. D'accord. C'est une plateforme qui existe aussi, mais je l'ai vu sur le site Vima en fait. Ok, on mettra le lien quel qu'il soit, pas de problème. Ce sera un bon ajout à cette interview, je pense. Alors maintenant, et j'en profite pour dire qu'on sent la passion chez vous. C'est très agréable de voir un entrepreneur à tel point passionné par son activité. Justement, le parcours d'entrepreneur. Donc vous avez lancé cette entreprise relativement récemment. Est-ce qu'il y a des défis vraiment qui ont été importants à relever pour lancer l'entreprise et la faire prospérer jusqu'à présent? Oui, en défi, il y en a eu, puisqu'effectivement, le but de Drive Electric, c'était de s'imposer en tant que loueur de référence. Aujourd'hui, en tout cas, aux informations que j'ai, à ce jour, Drive Electric étant le plus gros loueur de Tesla de France. Bravo. Merci. Et depuis quelques jours, nous avons relevé un autre défi, puisqu'en fait, Drive Electric a aussi une partie VTC. Une partie en fait de chauffeur de maître, et nous travaillons depuis le début en fait avec une autre société en partenariat, et nous avons racheté cette société il y a quelques jours, donc et qui était les leaders sur le VTC en Tesla uniquement. Sur ce marché qui est encore tout jeune, il y a déjà de la consolidation entre entreprises qui est à l'œuvre. Tout à fait. Et l'objectif sur 2017 va être d'étendre notre réseau, puisqu'on a ouvert quelques franchises depuis le début de l'année. Alors quand je parle de franchise, je parle vraiment de franchise avec des agences locales, des agents locaux, des locaux, des voitures, contrairement à certains concurrents. Et effectivement, l'objectif 2017 étant d'étendre le réseau. Donc on table sur un certain nombre de franchises pour couvrir tout le territoire. Il y en a quelques-unes qui sont dans le lieu, et je vous invite à nous suivre pour voir les actualités qui vont arriver. Bien sûr, de toute façon, on mettra bien sûr l'URL de votre site internet, driveelectric.fr, en description de la vidéo. Alors, une petite question peut-être piège maintenant. Créer sa boîte en France, est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Comment répondre à ça? Vous parlez à quelqu'un qui a déjà à son actif 2 sociétés, qui les a créées et qui sont toujours en activité, donc Drive Electric, qui est une autre société d'informatique. Effectivement, je dois être maso sur certains points, parce que créer une société en France, c'est assez compliqué, ne serait-ce que par l'administratif. Ouais, l'administratif en France, c'est très très lourd. Maintenant, le conseil que moi je peux donner par rapport à ça, c'est vraiment de croire en son projet. Tout à l'heure, vous avez dit que ça se voyait que j'étais passionné,
j'ai toujours eu un credo, c'est de faire ce que j'aime et en fait ce qui permet de se lever le matin avec la rage et vouloir avancer. À voir, parce que sinon on n'avance pas. Donc, en fait, justement, c'était une des questions que j'avais notées. Le conseil que vous pouvez donner, donc, pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure de la création d'entreprise, c'est de choisir un sujet qui vraiment le passionne pour pouvoir affronter l'administration française et les difficultés qui vont arriver par la suite. Tout à fait. Et je le vois au travers de certains de mes amis, certains ont essayé de créer une société ou de se lancer, mais sans forcément, enfin, par opportunité plutôt que par envie. Ouais. Et au bout d'un moment, ils jettent l'éponge. Alors que les gens qui sont vraiment passionnés, comme vous, par exemple, ça se voit aussi. Effectivement, on se dit que ça va aller loin. D'accord. Je pense que c'est un très bon conseil. On est d'accord sur ce point. Alors, pour finir l'interview, une question classique qu'on pose à tous les entrepreneurs avec lesquels on a la chance de parler, c'est de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour continuer l'aventure? Est-ce que vous avez besoin de fonds? Est-ce que vous avez besoin de recruter du monde? La parole est libre et c'est à vous. Alors au niveau besoin, il y en a pas mal, dans le sens où le recrutement aujourd'hui il est en croissance, puisqu'on recrute à tour de bras, aussi bien sur la partie chauffeur que sur la partie interne vis-à-vis de l'agence de location. Ce qu'on cherche aussi, c'est des gens motivés pour accroître le réseau de franchise. D'accord. Donc des franchises et des chauffeurs. Voilà. D'accord. Et on sera sur le salon de la franchise, on sera sur la franchise cette année, fin 2017. D'accord. Et c'est des gens qui vont, des types de profils excuse-moi. Les types de profils pour les gens franchisés sont des gens qui veulent partager une passion, mais qui veulent en faire leur métier unique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en plus de son métier, parce que ça prend du temps et que notre savoir-faire, on fait du premium, on se met au niveau premium. C'est-à-dire que un client, pour nous, c'est du premium. Voilà. Donc, on fait de la livraison à domicile, c'est pas pour rien. Vous cherchez des franchisés qui ne feront que ça, donc, et qui seront passionnés par le sujet, d'accord? Tout à fait. Et aussi, effectivement, des fonds, puisque aujourd'hui, 80% de la société, c'est de l'autofinancement. On arrive à un rythme aujourd'hui où on est effectivement à la recherche active de fonds pour pouvoir s'accroître plus rapidement et rester leader sur un marché qui est croissant. Ok, très bien. L'appel est lancé, donc beaucoup de recrutement en cours sur différents types d'activités. Et donc, si vous êtes fonds d'investissement, vous savez où trouver Richard. Merci beaucoup, Richard, d'avoir participé à cette interview. Ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite bon développement pour la suite. Et quant à vous qui nous regardez, je vous invite, comme toujours, à utiliser le petit bouton rouge subscribe pour suivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews d'entrepreneurs. À bientôt. Au revoir.